donc maintenant nous allons, je dirais presque zoomer à l'infini, rentrer dans 1 gramme de matière, de terre, avec Claude et Lydia Bourguignon pour voir quelle est cette microbiologie des sols, quel a été l'impact de l'agriculture intensive sur celle-ci et quelles sont les solutions pour y remédier. Lydia Bourguignon, vous êtes maître S-Sciences et technicien en œnologie. Claude, vous êtes ingénieur agronome et docteur S-Sciences spécialisé en microbiologie des sols. Vous parcourez le monde, je dirais presque par moments un travail apostolique pour aller répandre la bonne parole. Et donc vous avez posé vos bagages ce matin avec nous pour l'Académie des savoir-faire. Et j'arrête tout de suite de parler parce que ça va être beaucoup plus passionnant. Donc je vous laisse la parole. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Bonjour, donc on va vous parler justement de ce milieu qui est le milieu le plus mal connu de la planète, qui est le sol. Ce qu'on appelle la biosphère, c'est l'endroit où la vie s'épanouit. Vous avez l'air, l'atmosphère, qui fait 70 km d'épaisseur. Vous avez l'eau, qui représente la majorité du globe. 70% du globe est recouvert d'océans. Puis vous avez le sol. La différence qu'il y a entre ces 3 milieux, c'est que l'atmosphère et l'eau sont des milieux minéraux. Donc ce sont des milieux qu'on ne peut pas dégrader, c'est des milieux qu'on peut polluer et on ne s'en prive pas. Mais le jour où vous arrêtez de polluer une rivière, l'eau, elle redevient pure. Vous arrêtez de cracher des gaz toxiques dans l'atmosphère redevient pure. Le sol, il est complètement différent. Lui, c'est un milieu qui est organo-minéral. C'est-à-dire qu'il est formé à la fois de matière organique, les humus, et de matière minérale, les argiles. Et ça le rend extrêmement fragile parce qu'il se trouve que les attaches qui lient la matière organique et la matière minérale sont des attaches électriques. Ce qu'on appelle en chimie les attaches de Van der Waals, c'est des attaches très très fragiles. Donc l'homme, comme il ne s'est toujours pas intéressé au fonctionnement du sol, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il le cultive? Il le dégrade. Donc on va regarder un peu... Non, reviens au début, j'ai accéléré, j'ai fait une petite présentation rapide. Donc le sol, du fait de sa fragilité, il a ce qu'on appelle une dynamique, c'est-à-dire c'est un milieu qui n'est pas stable du tout, contrairement à l'atmosphère. L'atmosphère n'a pas bougé à peu près depuis 4 milliards d'années, on est toujours à 20% d'oxygène, 79% d'azote et puis 1% de gaz rare. L'eau, toujours H2O, depuis la formation de la Terre. Les sols, lui, ils ont vraiment une histoire, c'est ce qu'on appelle une dynamique, c'est que les sols naissent. Ils vont naître dès qu'un volcan sort de l'océan, il n'y a absolument pas de sol, et en quelques années, du sol va se produire, il va y avoir naissance du sol, parce que les organismes vont venir se développer, des plantes, il va y avoir de l'humus, il y a de l'humus, les plantes vont attaquer les roches, vont faire des argiles, et puis il va s'épaissir. Il va donc s'épaissir de plus en plus, ce qu'on appelle sa maturité. Et puis dans les zones en pente, pas dans les zones à plat, parce que dans les zones à plat, il peut atteindre des profondeurs colossales. En Chine, vous avez des limons qui atteignent 300 mètres d'épaisseur. En France, Roissy, c'est les plus beaux sols de France, 33 mètres de limon. C'est pour ça qu'ils ont fait un aéroport. Ils l'ont saccagé pour faire des avions, parce que c'était facile de creuser les parkings dedans. Donc vous voyez, ça peut atteindre des grosses épaisseurs. Par contre, en montagne, sur les pentes, un sol vit à peu près 2000 ans. Et tous les 2000 ans, quand il est trop épais, il glisse et il s'effondre. Et ça recommence. Donc c'est un système qui est dynamique. Suivante. Donc, comme je vous disais, l'atmosphère et l'eau sont des milieux qu'on peut polluer, mais qu'on ne peut pas détruire. Par contre, le sol se détruit facilement, et c'est tout le boulot qu'il va falloir faire, puisque ça fait quand même 7000 ans qu'on cultive les sols sans les comprendre et en les dégradant. Il va falloir qu'on apprenne qu'est-ce que c'est que le sol pour apprendre à faire une agriculture durable. Et ça, c'est un travail qui n'a pas encore été fait. Vous voyez, on est quand même en 2015. Et personne ne s'est encore intéressé au fonctionnement du sol. On a imposé des lois au sol, on a fait d'ailleurs l'agronomie, c'était la grande discussion début 19e, comment on va appeler la science de l'agriculture, on a essayé de l'agronomie, la loi, j'appose ma loi au sol, alors qu'il y avait un agronome français qui avait dit non, il faudrait plutôt appeler ça l'agrologie, je vais d'abord apprendre à connaître le sol, le champ, et là, s'il a perdu, c'est les agronomes qui ont gagné, donc on impose notre loi au sol, on n'essaie pas de le comprendre. Alors donc je vous disais que la matière organique, elle va se dégrader sous forme d'humus, et les humus, ils sont négatifs. C'est ce qu'on appelle des colloïdes en chimie, une substance qui a des charges électriques, ça s'appelle un colloïde. Et comme l'eau est un liquide qui a des charges à la fois positives et négatives, les humus, ils se mettent en suspension dans l'eau et puis ils partent dans les rivières si vous ne les attachez pas avec quelque chose. Si vous faites un tas de compost, vous n'en occupez pas, vous verrez des jus bruns d'humus qui s'en vont avec l'eau. L'argile, elle est pareille. L'argile, elle est formée par les racines des plantes et par les microbes qui attaquent les roches et qui transforment ça en un cristal très particulier qui est cristallisé en feuillets, qu'on appelle les argiles, qui sont aussi négatifs. Donc normalement, humus et argile ne doivent pas s'attacher puisqu'ils se repoussent, au contraire, puis ils sont tous les deux négatifs. En fait, lors de la décomposition de la matière organique et du sol, il va se libérer des ions positifs qui vont au contraire attacher ensemble argile et humus. Alors, c'est pour ça qu'il faut des ions qui ont 2 charges positives.
Vous avez le calcium, le magnésium, le fer, l'aluminium, et qui vont donc pouvoir attacher ensemble argile et humus. C'est comme ça que le sol va se constituer. Donc si on veut faire une agriculture durable, il faut que les agriculteurs apprennent tous les ans à fabriquer du complexe argile-humique, ce que pour le moment ils ne savent plus faire. Ils l'ont fait à une époque, ils l'ont trouvé empiriquement au XVIIIe, ce qu'on appelait le compostage et le marnage. On apportait des humus et des marnes. Normalement, ce qu'on appelait cultiver en bon père de famille. À la fin du XVIIIe, qui va arrêter d'ailleurs les famines en Europe, on va découvrir labourage et pastourage sont les deux mamelles de la France. C'est-à-dire que si on transforme le fumier en humus et si on met des marnes, des argiles dans le sol, on recrée de la fertilité. Et au moment où on découvre ça, il y a toute l'industrie qui arrive et qui va détruire cette approche empirique des paysans. Alors, si on veut faire une agriculture durable, il faut regarder comment ça marche, comment la nature, elle le fait pour fonctionner, puisqu'en fait, le grand livre, il est là. Il suffit de regarder comment la nature fonctionne, puis ça nous permettra de faire une agriculture durable. Or, nous faisons exactement l'inverse. Nous arrivons dans un endroit, nous cassons la nature, et on dit, oh là là, ça marche plus, ça pousse pas. Oui, ils arrivent en forêt équatoriale, il y a des arbres qui font 80 mètres de haut, ils brûlent tout ça, ils foutent le feu, puis ils disent, oh là, on n'arrive pas à cultiver, c'est des sols trop pauvres. Alors nous, on arrive, on leur dit, ils ne sont pas si pauvres que ça, les arbres font 80 mètres de haut, c'est que c'est des sols riches. C'est surtout que vous n'avez pas essayé de comprendre le milieu, vous l'avez détruit, comme le gamin qui démonte un réveil, puis évidemment, vous dites, ah, ça ne marche pas, c'est les sols pauvres. Mais non, les sols tropicaux, c'est les sols les plus riches du monde, mais ils ont un fonctionnement particulier. On va regarder le fonctionnement dans la forêt tempérée, puisqu'on est en France, on ne va pas faire toutes les écologies de la planète. Donc dans un milieu comme la France, la forêt tempérée, qui était avant notre intervention, était essentiellement une forêt de feuillus. C'est nous qui avons planté des résineux partout pour les mines, pour avoir des supports pour faire des galeries de mines, mais normalement la forêt chez nous, c'est une forêt de feuillus. Ces feuillus, ils ont une caractéristique, c'est en automne, ils perdent leurs feuilles, parce qu'en hiver, il fait froid. Comme il fait froid, les microbes arrêtent de travailler, il n'y a plus rien à manger dans le sol, donc les arbres, ils se mettent en hibernation, comme les ours. Ils laissent tomber leurs feuilles. Ils laissent tomber des bois, ils tombent des quantités phénoménales de bois et de feuilles chaque année dans une forêt. Et cette matière va être décomposée par une population animale très particulière qu'on appelle la faune épigée, qui va donc dégrader cet humus. Alors c'est une faune très variée. Il y a des colamboles, des acariens, des vers, etc. Leur travail, ça va être de manger cette matière organique, de faire des crottes, c'est la réduire en éléments très très petits, et de permettre à ce moment-là aux champignons, qui sont les seuls et uniques organismes du monde à attaquer la lignine, transformer cette lignine en humus. Donc première leçon que nous donne la nature, la fabrication d'humus se fait en surface. Et là, on comprend tout de suite l'énorme bêtise que font les agriculteurs. Ils labourent, ils enfouissent la matière organique. Première énorme erreur agronomique. On ne peut plus faire d'humus dans notre système agricole moderne parce que nous enfouissons les matières organiques. Or, les champignons sont tous des organismes aérobies. Donc, dès que vous enfouissez de la paille, c'est fini. Il n'y a plus de formation d'humus. C'est pour ça qu'on a une situation bizarre en Europe. En 1900, on faisait 2 tonnes de paille à l'hectare en culture de blé. Maintenant, on en fait 6 tonnes. En 1900, on avait 4% de matière organique. Maintenant, on n'en a plus que 1,8, alors qu'on produit 2 fois plus de paille. Pourquoi ? Parce qu'on laboure, alors que les anciens, ils grattaient avec le cheval et ils laissaient la paille à la surface du sol. Donc, elle pouvait se transformer en humus. Donc ça, c'est la première observation que nous dit la nature. Le labour est un engin de destruction massive des sols. C'est la première observation que nous donne la nature. Alors donc, après, il y a des vers. Et puis enfin, tous ces animaux, vous voyez, ils vont faire à la surface du sol ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales. C'est-à-dire, c'est un horizon qui est formé uniquement de crottes. C'est pour ça que quand vous marchez dans la forêt, c'est très moelleux, c'est comme une moquette. Et ça va permettre de conférer au sol une énorme perméabilité. Pour vous donner une idée, la suivante, la forêt a une perméabilité de 150 mm d'eau-heure. Pour vous donner une idée, un limon du bassin parisien labouré par l'homme a une perméabilité d'1 mm d'eau-heure. C'est pour ça qu'il y a des inondations partout en ce moment. C'est que comme les sols sont biologiquement morts puisqu'on fait des bêtises avec nos tracteurs, les sols ne sont plus aérés, l'eau ne peut plus rentrer dedans. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire des inondations, ça fait de la boue plein les rivières, parce qu'on ne respecte pas une loi fondamentale du sol qui est de laisser la matière organique en surface. Ensuite, les arbres, ils se sont adaptés à cette situation, c'est-à-dire que comme les humus se fabriquent à la surface du sol, ils ont développé un double enracinement. Si vous faites un profil en forêt, vous verrez qu'il y a un premier réseau de racines qui se trouve sous la couche de feuilles mortes et de matière organique, donc des racines qui sont horizontales, qui peuvent aller très loin du tronc. On peut mesurer des racines qui vont à plus de 100 mètres du tronc d'un chêne, mais toujours sous la couche de matière organique. On peut se dire pourquoi la nature a développé ce système de réseau horizontal sous la matière organique. C'est qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, les humus qui ont été fabriqués par les champignons pendant l'automne et l'hiver vont se minéraliser sous l'action des bactéries. Donc là, c'est plus le monde des champignons, c'est le monde des bactéries, qui vont se minéraliser et donc donner des nitrates, des phosphates, des sulfates qui vont descendre avec l'eau de pluie, vont être récupérés par les racines horizontales et renvoyés dans l'arbre. Donc deuxième observation du système naturel, contrairement à l'agriculture qui est devenue polluante, le système est non polluant puisque le système sol-plante est fermé.
C'est-à-dire que chaque fois qu'un élément veut sortir du sol, il est récupéré par les racines et il est renvoyé. Donc, deuxième observation, la nature ne pollue pas. Les eaux sont pures sous forêt, alors qu'à l'heure actuelle, 98% des nappes phréatiques françaises sont polluées par des pesticides et des nitrates et des engrais, parce qu'on ne respecte plus cette loi. Puis les arbres, ils ont un deuxième système de racines qui va plonger jusqu'à la roche-mère, ce qu'on appelle les racines pivotantes. Et ces racines pivotantes vont attaquer la roche et fabriquer des argiles. Alors, à cette profondeur, il y a des racines qui meurent. Heureusement, il existe une faune qui nous nettoie toutes ces racines mortes, ce qu'on appelle la faune épigée. Donc on retrouve des collemboles, alors elle est encore plus mal connue que la faune épigée. C'est des animaux souvent aveugles qui circulent en grande profondeur et qui vont donc nettoyer constamment ces racines mortes et qui vont vous laisser, quand on arrive sur des sols vivants, on a la roche-mère qui est tapissée d'excréments de cette faune endogée. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage de toutes les racines mortes qui vont repartir sous forme de compost et à nouveau repartir dans le cycle vivant. Donc, si on regarde le schéma de départ, on voit que les humus se forment en surface grâce à la faune et aux champignons, en milieu aérobie. L'argile qui fait la deuxième partie du sol se forme par l'attaque des racines, l'attaque de la roche par les racines. Comment argile et humus se rencontrent, puisqu'il y en a un qui se fait en profondeur, l'autre en surface, mais ça c'est une troisième faune que vous avez tous observée, c'est facile à voir, c'est les grands vers de terre, c'est ce qu'on appelle la faune anésique. Ce sont des animaux qui habitent des terriers. Toutes les nuits, ils viennent chercher de la matière organique, ils descendent dans leur galerie, ils remontent, ils vident leur intestin et ils passent leur temps à remonter de la terre. Pour vous donner une idée, un ver de terre remonte son poids de terre tous les jours. Un sol vivant sous forêt, c'est entre 1 tonne et 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc c'est 1 tonne à 4 tonnes de terre tous les jours qui remontent au lieu d'être lessivés vers les nappes phréatiques. C'est un système, la vie passe son temps à remonter les éléments pour se battre contre les forces physiques qui cherchent à faire partir les éléments du sol. La vie passe son temps à les remonter et c'est comme ça que la forêt est durable. Alors ces vers de terre, vous en avez des espèces de grosses tailles. Vous avez là à gauche, dans les mains de Lydia, Sclérotheca giga, c'est une espèce des Pyrénées qui fait 1 mètre de long. C'est déjà un gros ver de terre qui entraîne des cannes de colza dans ses galeries. Sinon, le plus classique, c'est l'Ombricus terrestris. Ils sont très sensibles aux phytos, aux pesticides. Vous avez en bas à droite là, l'Ombricus terrestris qui est en zone arboricole, donc est complètement intoxiqué. Vous voyez, il est tout blanchâtre, tout mou, il se déplace très lentement, il est en train de mourir. Ils sont très sensibles à ces produits-là. Et vous avez un excrément en bas à gauche qu'on appelle les turicules. Si on analyse les turicules, on a beaucoup plus de phosphore, de potasse, de magnésie, de calcium. C'est vraiment du concentré de complexe argile-humique, parce qu'en plus, dans leur intestin, ils ont une glande qu'on appelle la glande de Morène, qui est extrêmement riche en calcium, et c'est dans l'intestin des vers de terre que va se constituer le complexe argilo-humique. Alors, deuxième groupe d'organismes qu'on trouve dans le sol, les racines. Autant on étudie beaucoup les parties aériennes des plantes, autant on connaît très mal les racines, c'est des organismes difficiles à étudier. Alors, la nature a développé 2 grands modèles. Le modèle des plantes annuelles, nos blés par exemple, les plantes qui vont vivre 1 année, qui doivent faire leurs graines pour pouvoir se reproduire. Elles ont des racines qui poussent extrêmement vite. Donc, comme elles poussent très vite, il faut qu'elles se protègent. Et donc, en haut à gauche, vous voyez ce qu'on appelle une espèce d'enveloppe protéique qui protège l'apex de la racine et qui permet d'avancer dans ce milieu qui est siliceux et dur qu'est le sol. Et tout de suite derrière, les cellules de la racine vont s'allonger pour former ce qu'on appelle les poils absorbants et ils vont aller se nourrir dans le complexe argilo-humique. Donc, pour vous donner une idée, un épi de blé, ça fait 200 km de racines et ça fait 5000 km de poils absorbants. Un épi de blé. Et comme on en met 200 mètres carrés, ça nous fait 4 milliards de kilomètres de racines, que multiplie encore 5000. Vous voyez les kilométrages de relation qu'il y a entre la racine et le sol. Et puis, vous avez les plantes pérennes, les arbres, eux, ils n'ont pas de poils absorbants. C'est des plantes qui sont là pour longtemps et ils vont s'associer avec obligatoirement, s'ils veulent durer longtemps, sinon ils vont crever assez vite, c'est les mycorhizes. C'est-à-dire qu'ils s'associent avec des champignons. C'est une symbiose, le champignon se développe au bout de la racine de l'arbre et l'arbre lui envoie du sucre et le champignon, avec son mycélium, va lui chercher à manger. Alors ça confère aux arbres des propriétés de plantes pionnières. Vous avez en bas à droite des racines d'arbres dans un milieu argileux à plus de 75% où un épi de blé ne pourrait pas se développer. Eux, ils ont le temps, les arbres ne sont pas pressés et ils colonisent donc des milieux où d'autres organismes ne peuvent pas intervenir. D'où l'importance de la position de l'arbre dans la forêt, dans l'agriculture, c'est que c'est elle qui nourrit. Alors, troisième groupe d'organismes, c'est les microbes du sol. Alors là c'est le continent inconnu. On connaît à peu près 5% des microbes du sol et 95% des microbes du sol ne sont pas cultivables. C'est-à-dire que quand vous les sortez du sol, ils refusent de se multiplier sur les boîtes de pétri, donc vous ne pouvez même pas les étudier. Donc ça va rester une boîte noire pendant encore très longtemps, le sol, parce que on sait qu'il y a des milliers et des milliers d'espèces, mais on n'arrive pas à les étudier parce que dès que vous les sortez du sol, ils disent ciao, ils se mettent en forme de résistance et ils ne se multiplient plus. Donc ils ne sont pas faciles à étudier. Alors le rôle des microbes, ça va être, on parle d'infaillibilité du monde microbien, ils dégradent tout,
absolument tout, sauf certains métaux lourds comme le plomb, le mercure, auxquels ils ne touchent pas. Ils vont les laisser se reprécipiter sous forme de carbonate ou sous forme d'insoluble, mais ils ne vont pas les dégrader. Sinon, ils mangent absolument tout. Ils mangent le verre, ils mangent le métal, ils bouffent tout. Donc, c'est des organismes remarquables parce qu'ils sont capables, si vous les laissez vivre et fonctionner, ils sont capables vraiment de recycler absolument toutes les matières. Heureusement, d'ailleurs, sinon, il y aurait des accumulations de matière sur la planète et ça poserait des problèmes. Alors, un de leurs rôles fondamentaux, c'est de nourrir les plantes. Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. C'est donc les microbes qui les nourrissent. Et comment ils font pour les nourrir? Ils vont leur mettre des éléments sous forme soluble, puisque la plante absorbe de l'eau par ses racines. Et s'il y a un élément qui est soluble dans l'eau, elle va pouvoir l'absorber par des mécanismes actifs complexes, mais elle va être capable. Mais il faut d'abord qu'il soit soluble. Alors, pour rendre un élément soluble, les microbes utilisent 2 voies biochimiques fondamentales. Pour 3 éléments, l'azote, le phosphore et le soufre, ils utilisent l'oxydation, c'est-à-dire qu'ils vont fixer de l'oxygène sur l'atome à transporter. Donc les bactéries du cycle de l'azote, les nitrosomonas et les nitrosobactères vont transformer l'azote en azote organique en nitrate, NO3-, qui est soluble dans l'eau, donc la plante va pouvoir l'absorber. Le soufre va être transformé par les sulfobactéries en sulfate, SO4 2 fois moins soluble dans l'eau. Et le phosphore sera transformé par les mycorhizes en phosphate, PO4 3 fois moins. Ce sont les seuls éléments qui, à l'état oxyde, sont solubles. Tous les autres, à l'état oxyde, sont précipités. L'oxyde de fer, l'oxyde de zinc, l'oxyde de manganèse, tout ça, c'est précipité. On peut vous montrer des vignes sur des sols rouges, donc bourrés de fer, totalement chlorosés, parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol, et elles ne sont pas capables de manger le fer. C'est le fer, il faut qu'il soit devenu soluble. Donc qu'est-ce que vont faire les microbes pour rendre les oligo-éléments solubles? Faire une réaction beaucoup plus complexe que la réaction d'oxydation, qui est la réaction de chélation. Donc dans la chélation, qu'est-ce que fait le microbe? Il va synthétiser un acide organique qui va s'attacher avec l'oligo-élément. Les acides organiques sont des fonctions CO-, ça va former des chélas. Donc, ils vont faire par exemple du succinate de fer, tartrate de fer, donc des complexes chélatés qui vont pouvoir rentrer dans la plante. Donc, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de voir qu'est-ce que font les microbes pour pouvoir transformer les éléments. Ils fixent de l'oxygène dessus. Vous voyez, 3 atomes d'oxygène sur l'azote, 4 sur le soufre et le phosphore, 2 atomes d'oxygène par oligo-élément. Pour qu'ils puissent fixer de l'oxygène, il faut que le sol soit comment? Aéré. Qui aère le sol? La faune. Qu'est-ce qu'on a fait en agriculture depuis 50 ans? On a balancé les engrais chimiques qui détruisent la faune, on a écrasé avec des engins lourds, on a empêché l'oxygène de rentrer dans les sols. Résultat, ces réactions-là, qui sont gratuites en plus, non brevetées, totalement gratuites pour les agriculteurs, elles n'ont plus lieu. Donc après, on vous dit, oh là là, on ne peut pas nourrir les hommes sans engrais. Non, on ne peut pas nourrir les hommes sans engrais sur des sols morts, mais on peut très très bien nourrir les hommes sans engrais sur des sols vivants, à condition que les microbes travaillent correctement. Et ça, hélas, c'est plus enseigné dans les écoles agronomiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un sol? On va prendre juste un gramme de sol forestier. Oui, c'est pas grand-chose, un gramme. Hein. Regardez, c'est des millions, des milliards d'organismes. Et quand des bactéries, des actinomycètes, des champignons, si on pèse tout ce petit monde-là, c'est 2 tonnes de microbes à l'hectare. Et ils ont une énergie biochimique qui est 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que de 2 à 3 tonnes de microbes, c'est équivalent de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. C'est eux qui régulent l'atmosphère, c'est eux qui régulent la salinité des océans, c'est eux qui régulent absolument tout. Et nous faisons comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que l'agronomie balaye ça de la main en disant dégagez, il n'y a rien à voir, alors que c'est la plus grosse énergie biochimique du monde et nous la détruisons et nous refusons de la regarder et de l'étudier. Alors, la propagande, parce que nous sommes dans un monde de propagande, la propagande des marchands d'engrais, c'est de vous expliquer que s'il n'y a plus d'engrais, on va tous mourir de faim. C'est un énorme baratin, parce que la plante ne se nourrit pas dans le sol, se nourrit très peu dans le sol. La plante se nourrit dans l'atmosphère. L'estomac d'une plante, ce n'est pas un organisme comme nous sommes des animaux. L'estomac d'une plante, c'est sa feuille. Avec sa feuille, elle va faire 94% de sa matière sèche. Oui, il faut arrêter de raconter que sans engrais, on ne pourra pas nourrir les hommes. 94% de la matière sèche, ça vient uniquement d'une réaction tout à fait remarquable qui se fait au niveau de la feuille. Avec l'énergie du soleil, elle transforme le gaz carbonique et l'eau en sucre. Bon, ça, nous, on ne sait pas faire. Nous, quand on se met au soleil, on chope des coups de soleil, mais elle sait faire du sucre au soleil, ce qui est assez remarquable. Donc la réaction de photosynthèse, c'est quoi? C'est gaz carbonique, le carbone et l'oxygène, à eux deux, 88% du poids des plantes. Ils arrivent sous forme de gaz carbonique, ils rentrent dans les stomates des feuilles, et là, avec l'énergie du soleil et dans les chloroplastes, il y a une enzyme qui s'appelle la chlorophylle, qui va être capable de transformer ce gaz carbonique en sucre. Et puis l'eau de pluie, elle va se photodécomposer avec une réaction aussi avec le soleil au niveau des chloroplastes en oxygène que nous allons respirer, parce que les plantes sont sympas, elles redégagent de l'oxygène par leurs stomates, et l'hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc la photosynthèse, c'est gaz carbonique plus eau, donne oxygène plus sucre. Et nous, quand on mange les sucres, on respire l'oxygène pour transformer les sucres en gaz carbonique et en eau.
Donc le vent souffle sur Paris, renvoie le gaz carbonique dans les champs. Il n'y a rien à faire pour 94% du poids des plantes. Il faut arrêter de raconter que s'il n'y a pas d'engrais, on va tous mourir de faim. Alors le sol, lui, c'est très différent. Il ne représente pas grand-chose, 6% seulement du poids des plantes. Donc vous voyez, c'est rien. Mais attention, c'est 24 atomes, c'est la qualité. C'est ça qui va donner la qualité, qui va donner le goût à vos légumes, c'est les 24 atomes qui viennent du sol. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus complexes, qui passent par des microbes, ça demande d'une grande complexité, mais c'est ça qui va donner la qualité. C'est pour ça que le hors-sol vous donne toujours des légumes sans intérêt au niveau gustatif, c'est que la tomate hors-sol, qui reçoit juste quelques éléments, parce qu'on est incapable de donner les 24 atomes, ça coûterait trop cher, la tomate, elle ressemble à une tomate, elle est rouge, ça ressemble à une tomate, vous la mettez en bouche, c'est immonde, parce qu'évidemment, elle est incapable de vous donner ce parfum que vont donner les enzymes, qui vont donner les oligo-éléments, qui vont permettre la synthèse d'arômes et aussi d'oligo-éléments pour vous donner une bonne santé. Donc, il faut arrêter de faire de la propagande. Si vous maintenez un sol vivant, mais les productions agricoles au XIXe siècle étaient, contrairement à ce qu'on vous raconte, étaient très supérieures à ce qu'on fait maintenant. Je vais vous donner juste une histoire. Paris, à la fin du XIXe, 2 millions d'habitants, 9000 maraîchers sur la ceinture parisienne de maraîchage. La plus belle ceinture, elle était tellement célèbre au monde, la performance des maraîchers parisiens, qu'on venait du monde entier les voir. On traversait l'Atlantique, les Américains venaient voir comment travaillaient les maraîchers parisiens. Les maraîchers parisiens, ils étaient 9000, ils cultivaient 1300 hectares, c'est pas grand-chose, 1300 hectares, et ils nourrissaient 2 millions d'habitants 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Ils faisaient 9 cultures par an au même endroit, et grâce aux couches chaudes, ils produisaient même en hiver. C'est un système extraordinaire, ça a été jamais on a produit autant au niveau agricole, maintenant c'est une catastrophe, la France importe 65% de ses fruits et légumes parce que nous avons détruit tout ça, mais il faut voir qu'autour de Paris on produisait des abricots, on produisait des pêches, on produisait des pommes, des poires, on les faisait sur des murs à Montreuil, à Chambourcy, on les faisait, des murs qui étaient passés au gypse, qui étaient plein sud. Donc l'arbre était taillé en espalier, donc il ne prenait pas de place, sur les légumes. Et on faisait des légumes, et on faisait des choses extraordinaires. On plantait par exemple l'épinard, juste à côté de l'épinard le radis, et un petit peu à côté la salade. Qu'est-ce qui se passait? L'épinard qui est long à pousser, il se développait. Le radis, en 18 jours, on le ramassait, il laissait de la place pour l'épinard, il laissait de la place pour la salade, on ramassait la salade, et ensuite l'épinard recouvrait tout. C'est-à-dire que les gars, sur une ligne, ils faisaient 3 cultures. Donc quand on vous raconte qu'avec l'agriculture moderne, on nourrit le monde, vous savez que si on généralise l'agriculture intensive, l'Europe ne se nourrit plus depuis qu'elle est passée en agriculture chimique. Depuis la guerre, nous ne nous nourrissons plus, alors que nous avons mangé, notre agriculture nous a nourris, Français, jusque dans les années 70. Depuis qu'on est passé à ça, c'est fini, on ne se nourrit plus. Si on généralise l'agriculture, donc ce qu'on est en train de faire en Europe ou en Amérique du Nord, on va faire mourir de faim l'humanité. La Chine, qui a la même surface que les États-Unis, est en train d'apporter de la nourriture. Elle ne se nourrit plus. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'industrialiser à la méthode américaine. C'est-à-dire qu'elle ne produit plus au mètre carré. Il faut arrêter la propagande. Quand ils vous racontent qu'ils augmentent la productivité, ils augmentent la productivité par paysan. Un paysan à l'heure actuelle en France, il y a plus de 3% de paysans, est capable de nourrir beaucoup de gens parce qu'il est capable avec ses machines de cultiver 100 hectares, 200 hectares. Mais en productivité au mètre carré, il ne produit plus rien. Il ne produit absolument plus rien. C'est pour ça que l'Europe ne se nourrit plus et importe 40% de son alimentation, alors qu'avant, elle se nourrissait. Et il faut savoir que l'agriculture industrielle, c'est la perte de la sécurité alimentaire chez les gens. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Lydia, qui va continuer là-dessus. Merci. Claude vous a parlé comment fonctionne un sol. Moi, je vais vous parler comment, en fait, l'agriculture, surtout après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a commencé au moment de la Première Guerre mondiale, comment, en fait, les industrialisations, les multinationales ont détruit l'agriculture en France, mais aussi dans le monde. À l'heure actuelle, on le voit dans les pays dits en voie de développement qui veulent absolument copier ce qu'on fait. Et c'est absolument dramatique. Et après, je vais vous montrer aussi quel est l'impact sur notre santé, parce que Claude vous a parlé de la possibilité du rendement, mais notre agriculture à l'heure actuelle il n'y a pas qu'une question de rendement. C'est que comme nos sols ne sont plus porteurs de certains éléments, et même on pourrait parler d'énergie, eh bien, en fait, ils sont carencés en un certain nombre d'éléments et nous le payons extrêmement cher du point de vue médical, augmentation d'un certain nombre de maladies, et puis après, des solutions pour changer le monde.
pour changer, pas le monde, mais l'agriculture. Alors la photo que je vous montre là, en fait, c'est quand on travaillait au Brésil. Au-dessus de la photo, on est au niveau du parc de l'Iguaçu. Et en bas, c'est la zone où on travaillait. Ce que vous voyez, c'est que la rivière qui sort de la zone cultivée est remplie de sédiments, de limon. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de perte de sol. Donc, ce qui, pour nous, c'est l'agriculture très mal gérée qui entraîne en fait cette augmentation de ces sédiments dans les rivières. Et à l'heure actuelle, le nombre de rivières qui sont pleines de boue sont foison. Alors, comment ça a commencé ? Eh bien, ça a commencé toujours de la même façon. Et quand je vous ai dit que c'est le début de la guerre, enfin, c'est les restes de la guerre, on a commencé, surtout après, dans les années 50, à dire qu'il faut nourrir les Français, il n'y a pas assez à manger et tout. Donc, on a incité fortement les agriculteurs à utiliser les nitrates, la fertilisation et entre autres les nitrates. Mais les nitrates, c'est des déchets de la guerre, puisque comme on ne faisait plus de bombes et que les bombes sont à base de nitrates, il fallait recycler donc, les nitrates dans l'agriculture. On ne s'est pas gêné pour ça. Les tanks sont devenus les tracteurs, donc de plus en plus d'engins très très lourds qui vont compacter les sols. Et puis maintenant, on est une demande d'irrigation. Donc quand vous êtes avec de la fertilisation massive, des engrais, une compaction due aux engins et maintenant l'utilisation d'irrigation, en fait, les agriculteurs vont provoquer une destruction de la matière organique, c'est-à-dire que la matière organique va être brûlée, va être minéralisée pour servir effectivement les plantes. Et ça a été l'argument majeur, c'est de dire comme il faut manger, eh bien vous allez augmenter les rendements. Ce que les gens, ces multinationales, ont oublié de dire, et ce que faisaient les paysans avant, c'est qu'en fait, ils rajoutaient de la matière organique. On a mis de la fertilisation, on a mis des nitrates, entre autres, mais on n'a absolument pas réinjecter de la matière organique. Et les nitrates augmentaient les rendements parce qu'il y avait de la matière organique. À la fin, dans les années 50, les sols en France avaient environ 4% de matière organique. En ce moment, on est autour de 2%, pour ne pas dire même un peu moins. Donc, c'est un cercle infernal pour l'agriculteur, parce que comme il n'a pas de matière organique et qu'il n'en rajoute pas, un céréalier, rajouter, il a plus les bêtes, il ne fait plus son compost, eh bien, en fait, il passe dans un cercle infernal parce qu'il va utiliser de plus en plus de fertilisation, et Claude vous a montré que, comme ça passe aussi par la faune, eh bien, il va utiliser aussi d'autres produits que l'azote, le phosphore et le potassium. Donc ça a été la première chose, et comme on n'a plus de matière organique, on va tuer les sols. On va tuer cette faune dont Claude vous a parlé. Et cette faune, elle est indispensable. Elle va permettre, grâce à ces galeries, puisqu'elle vit en surface, de faire une éponge. Nous, on parle de couscous. Donc, ça veut dire que ça fait un sol qui est très, très grumeleux. Donc, l'eau peut rentrer et l'oxygène peut rentrer. Et une plante ne peut vivre que si elle a de l'eau et de l'oxygène. Donc, plus de matière organique, on perd la faune. Donc, et puis, Claude vous a expliqué que dans ces turicules ou dans la faune, eh bien, les éléments sont totalement recyclés en surface. Donc, il n'y a pas lixiviation, il n'y a pas perte des éléments. Donc, l'agriculteur, quand il a perdu sa faune, il va rentrer dans un autre... Bon, ça, c'est pour vous montrer que l'utilisation des pesticides, quand on travaille en Espagne, par exemple, et des produits de traitement, on vous dit que vous n'avez pas à rentrer dans les champs parce que vous risquez certaines choses. Et puis, une semaine après ou 15 jours après, en fait, nos fraises sont sur nos étalages. On peut quand même se poser des questions. L'utilisation aussi des pesticides, on a fait des grands effets de manche avec le Grenelle de l'environnement. La France est vraiment à montrer du doigt. On continue à utiliser énormément de pesticides, puisque en France, entre 2008 et 2011, on a augmenté de 2,8% l'augmentation de ces produits. Donc on n'est pas du tout dans... Il va falloir vraiment faire encore une réflexion avec les agriculteurs. On utilise énormément ces produits qui en fait détruisent les sols. Donc quand vous allez avoir ça, vous allez passer dans un autre problème de dégradation, c'est la dégradation chimique, c'est-à-dire que tous les éléments, comme ils ne sont pas remontés à la surface du sol, en fait, ils vont être lixiviés, c'est-à-dire qu'ils vont descendre dans les nappes phréatiques, donc pollution
À l'heure actuelle, on dit que plus de 90% de nos cours d'eau et de nos nappes phréatiques sont pollués. On parle surtout des nitrates, mais il y a bien d'autres choses. C'est parce qu'en fait, la faune ne peut pas les remonter. Et là, on accuse effectivement les agriculteurs de pollueurs. Et la facture est extrêmement lourde pour nous. Là, je vous montre, on en parle tous les ans, les algues vertes en Bretagne, qui sont dues en très forte partie à la très forte concentration de nitrates dans les eaux qui passent et dans les eaux souterraines, enfin nappes phréatiques, et qui vont passer après dans la mer et augmenter ces algues. Alors, on est passé, donc on perd la biologie, après vous allez aller dans la dégradation chimique, et là on va aller dans une dégradation qui est beaucoup plus grave et qui est très très difficile pour revenir en arrière, c'est la dégradation physique. Claude vous a expliqué que le sol, c'est le complexe argilo-humique. Les agriculteurs ont perdu la matière organique en utilisant trop de fertilisation, donc il n'y a plus de matière organique. On a perdu les éléments, et dans les éléments, on a le calcium, le fer, le magnésium, donc plus les charges électriques pour maintenir. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les argiles, en partie, mais après on aura aussi les limons, les argiles vont pouvoir floculer dans l'eau, puisqu'elles sont négatives, donc elles vont rester en suspension dans l'eau. Pour peu que vous ayez un tout petit peu de pente, à ce moment-là, l'eau va avoir un caractère érosif et on a tous les érosions qu'on voit, la terre qu'on retrouve dans les rivières, mais qui provoquent aussi les dégradations que l'on voit. Dès qu'il pleut, les gens disent « Ah oui, ça a éventré les routes de certains villages ou dans certains endroits. » Et ça, c'est dû au fait que nos eaux sont de plus en plus chargées. Or, c'est dans le Lot, en France, parce que souvent les gens nous disent « Oui, mais ça n'arrive que dans les pays étrangers, nous, ça ne nous concerne pas. » La France a énormément de problèmes d'érosion. Là, on est dans le Lot, au niveau de Cahors. Le Lot, c'est la partie, vous voyez, qui est complètement riche en sédiments. Le Lot est complètement chocolat. Et puis, il y a donc une petite rivière qui arrive dans un endroit où on va dire il n'y a pas de culture. Effectivement, on a plus de la forêt. L'eau est parfaitement transparente. Donc, tout le travail des agriculteurs et ce qu'il faudra faire pour rendre l'agriculture durable, c'est de permettre à ce que nos sols restent sur la terre et permettent de nous nourrir. Alors, en 6000 ans d'agriculture, pourquoi on est allé aussi vite? En 6000 ans d'agriculture, avant, il n'y avait pas d'agriculture. Les hommes touchaient très très peu la terre. Très vite, dès qu'on a commencé à toucher, à gratter, à changer la structure, les lois de la terre, les hommes ont commencé à l'éroder. Mais en 6000 ans d'agriculture, on a fait 2 milliards d'hectares de désert. Mais nous, à l'heure actuelle, en 100 ans, et puis là, depuis 50 ans, c'est absolument dramatique, on en a fait la moitié, on a fait 1 milliard d'hectares de désert et de terres qui sont absolument plus vouées à l'agriculture. Donc, je vous ai dit, on le voit, on perd 4 millions d'hectares dus à l'érosion éolienne, les vents de poussière ou l'érosion hydrique, ce que je vous ai montré, la terre qui est qui va dans les rivières ou qui va dans la mer. Mais on a un autre problème et moi, ce qui nous surprend avec Claude, c'est qu'il y a des aides, même au niveau gouvernemental, au niveau de l'irrigation. L'irrigation, c'est la principale cause de la désertification de nos sols. Pourquoi l'irrigation est aussi dramatique? C'est que quand un agriculteur va irriguer, il irrigue avec des eaux souterraines. Il n'irrigue pas avec de l'eau de pluie. Il irrigue quand il fait chaud. Et souvent, quand vous vous promenez en France, en plein cagnard, à midi, on voit l'eau pour l'irrigation, c'est absolument dramatique parce que la terre est chaude, l'eau va être pratiquement immédiatement évaporée, plus de 90% de l'eau va être évaporée, et il va se passer que les sels qui sont en solution dans votre eau, puisque les eaux souterraines sont au contact des roches, en fait, ça va se déposer comme les sels dans votre bouilloire. Et petit à petit, le sol va se saliniser et la plupart de nos plantes que nous consommons ne supportent pas le sel, les éléments salés dans les terres. Et c'est responsable de 8 millions de pertes d'hectares par an. Donc en fait, tout le monde demande de l'irrigation, même pour des cultures qui ne demandaient pas l'irrigation. Donc tant qu'on ne comprendra pas aussi qu'un sol vivant va permettre de faire rentrer de l'eau, on continuera à aller dans le mur.
Alors, c'est juste des exemples pour vous montrer, ça, dès qu'un agriculteur touche son sol, il a de la terre derrière. Quand vous discutez avec les anciens, ils disent ça nous arrivait jamais. Et puis ça, c'est pour montrer que quand un sol est couvert, et ça, c'est toute la clé de la nouvelle agriculture, c'est qu'en fait, le sol, il est comme nous. Il se protège en mettant des mauvaises herbes. Et les agriculteurs, ils luttent en labourant, en retournant la terre pour se débarrasser des mauvaises herbes, de ces adventices qui les gênent. Dès que vous allez couvrir un sol, comme nous, quand il pleut, vous mettez un parapluie, quand il fait chaud, vous couvrez, eh bien, vous n'avez plus d'érosion. Là, en fait, on a un sol, on faisait une formation, on a un sol en avant qui est labouré, et puis nos techniques de semi-direct sous couvert, c'est-à-dire que le sol est tout le temps couvert avec des cultures que l'on connaît, que l'on maîtrise, vous voyez, l'érosion s'est arrêtée. Alors, autre chose qu'il faudra absolument réintégrer dans notre agriculture, on a coupé des milliers de kilomètres de forêt en France. La forêt, c'est le seul élément vivant qui est capable de remplir les nappes phréatiques. Vous coupez la forêt, vous augmentez la sécheresse, vous augmentez les problèmes d'érosion, de sécheresse, et effectivement, on coupe la forêt, donc on irrigue de plus en plus. Et la forêt, elle joue sur les 3 milieux dont Claude vous a parlé. Grâce à la photosynthèse, on respire avec la forêt, puisqu'on va avoir des dégagements d'oxygène. C'est elle qui va permettre de remplir les nappes phréatiques, et en plus, elle va rendre l'eau, grâce à la forêt, va être complètement pure quand ça arrivera dans les nappes phréatiques grâce aux racines, puisque les racines vont permettre d'éliminer certains éléments. Et puis au niveau des sols, on vit sur ce patrimoine, puisque les feuilles, les bois, grâce à la faune, ont fait des taux de matière organique importants et on vit là-dessus. Donc la destruction de la forêt et des haies a été absolument une catastrophe. Donc il faudra réinclure absolument la forêt dans la gestion de l'agriculture de demain. On coupe énormément, et pour des choses qui sont, on pourrait en discuter, quand c'est pour faire de l'agro, quand c'est pour faire des carburants, là on est en Amazonie, on a travaillé dans ces zones-là, et en fait c'est pour faire de la canne à sucre, pour pouvoir faire de l'alcool que l'on mette dans nos voitures. C'est pareil, je pense que les terres agricoles, elles sont pour nous nourrir, et pas forcément pour mettre de l'essence dans nos voitures. Autre exemple, et ça je pense que c'est vraiment important, là vous êtes à droite, non, à gauche c'est Haïti et à droite c'est Saint-Domingue, et la ligne que vous voyez c'est la frontière. Pourquoi en fait deux pays proches avec le même type de sol, la même pluviométrie, il y en a un qui est complètement vert et l'autre qui a énormément de problèmes, même de malnutrition et de famine, c'est qu'en fait on a Haïti pour se dédommager, pour dédommager les Français, puisque Haïti était sous la coupe de la France et des Anglais, quand Haïti a demandé sa libération, vouloir être libre, en fait, les Français ont demandé, d'accord, mais une condition, c'est qu'en fait, vous payez une rançon, une genre de rançon, une genre d'amende. Il n'y avait pas d'or, il n'y avait rien du tout de richesse. La seule richesse, ça a été la forêt. Ils ont coupé la totalité de leur forêt. En plus, c'est des gens qui, encore dans leur cuisine, vont couper le bois. Ils ont coupé donc tout. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pratiquement plus de sol, et c'est les pays les plus pauvres de la planète. Donc en fait, l'importance de la forêt, et ça c'est primordial de remettre l'arbre dans notre gestion de l'agriculture. Bon, je vais passer très vite. Monsieur Jacquet disait qu'effectivement, il y a un problème aussi d'urbanisation, et là je ne comprends pas nos politiques qui ont des choix. Là, c'est l'Institut national de recherche agronomique, monsieur Arouet, qui a fait une étude là, du GESOL, un département. On bétonne un département tous les 7 ans en France. Mais à ce rythme-là, comment vont faire nos petits-enfants Et en plus, ce sont des terres qui sont des terres vraiment cultivables. Comme disait Claude, Roissy, c'est 33 mètres de limon. Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi des zones agricoles. Il va falloir que, politiquement, que les gestions des villes ou des conseils régionaux fassent des choix au niveau de qu'est-ce qu'on met pour des immeubles, même s'il faut creuser de la pierre, et qu'est-ce qu'on donne pour l'agriculture. On se plaint d'avoir 1 milliard d'individus qui ne mangent pas sur la planète, mais il va falloir faire des choix. On ne peut pas mettre sous le béton des terres arables quand il y a 1 milliard de personnes qui crèvent, qui sont mal nourries sur la planète.
Donc là, on parle de milliards d'individus, d'habitants qui sont sous-alimentés, mais on est absolument touché par autre chose, et nous, Européens, on l'est, c'est la carence dans nos aliments en vitamines et en éléments. Et ça, c'est absolument fondamental aussi pour notre sécurité alimentaire et pour la maladie. Nous sommes touchés par un nombre de maladies, même si beaucoup de gens sont dans le déni et ne veulent pas l'accepter, nos aliments ne sont plus porteurs de ce qu'ils portaient autrefois. Et donc, on est carencé en certains éléments qui vont faire que ça générera certaines maladies ou certains problèmes. Si on veut une agriculture durable, il faut remettre des mains à l'agriculture. On ne peut faire une agriculture durable pas en cultivant des hectares et des hectares. Ça, c'est absolument pas possible. On a énormément de chômeurs dans le monde. Il faudrait remettre et revaloriser le métier d'agriculteur. Je pense qu'on n'aurait plus les problèmes que l'on a à l'heure actuelle. Entre 1950 et 2010, on a perdu 85% de nos agriculteurs. Donc les agriculteurs qui exploitent 500 hectares, ils ne peuvent pas faire, on va dire, dans la dentelle. Et à ce moment-là, c'est de la fertilisation, c'est une agriculture intensive qui n'est pas porteur des éléments que nous aurons besoin. C'est aussi une instabilité politique. Quand on aura des problèmes de carence, on a vu en 2007, il y a des pays qui ne pouvaient plus manger parce que, en plus, les pays développés fixent le prix. Donc, il y a des pays qui ne peuvent pas avoir le même prix en fonction de la main-d'œuvre et de certaines choses. Et à ce moment-là, on est dans une instabilité politique. Il faudra absolument que les pays permettent la suffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, parce qu'on n'aura pas de stabilité politique. Il faudra qu'on remette ces variétés anciennes qu'avaient les agriculteurs, qui étaient des variétés paysannes qui ne nécessitaient pas de fertilisation et qui poussaient, on parlait de variétés anciennes et de variétés de lieux, de vocation. Il y avait les rainettes du Mans, mais il y avait aussi des pommes en Alsace. Il va falloir remettre ça. Et là, je vous donne, en 1903, regardez ce qu'il y avait en variétés paysannes, regardez ce que on a en 1983, et la plupart de ces semences ou de ces légumes ou plantes ne poussent, ou fruits ne poussent que si on utilise de la fertilisation. Donc il faut voir comment ces multinationales ont complètement pris le système, c'est-à-dire ils détiennent les semences, ils détiennent la fertilisation et ils détiennent les médicaments qui nous soignent. Donc là, il va falloir absolument arriver à se dédouaner de ces multinationales. Bon, sont des chiffres, des études qui sont beaucoup plus étrangères que françaises. C'est la diminution, donc je vous en montrais en général, regardez, c'est en pourcentage entre les années 50 ou 90, et bien comment en pourcentage on a perdu le fer, les vitamines, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les légumes. Dans les variétés, par exemple, de blé, regardez, on a perdu 28% du fer, 34% du zinc, 36% du sélénium. Et on fait croire aux gens qu'on est dans, qu'on a des semences de plus en plus intéressantes. Oui, elles sont de plus en plus intéressantes pour le rendement, pour la fertilisation. Mais au niveau de notre santé, je me pose vraiment des questions. Il y a des études qui disent que l'agriculture biologique, on peut aussi en parler, hein. L'agriculture biologique, il n'y a pas de différence entre les éléments, les légumes qui sortent, enfin les produits qui sortent de l'agriculture biologique. Regardez, ça c'est une étude américaine. Eh bien, dans une alimentation entre une conventionnelle et une biologique, regardez la différence en plus quand on consomme des éléments en agriculture biologique. Là, c'est pour montrer en fait la mainmise. Là, c'est rainette du Mans. Quand vous aviez, donc elles sont du lieu. Quand elles sont en biologie et que vous pouvez garder la peau, regardez la quantité de vitamine C qu'on a en plus. Et en différence avec la Golden, qui n'est pas une pomme adaptée dans nos régions, eh bien, elles sont nettement moins riches en vitamine C. Donc, il faut absolument changer. Il faudra aussi changer le gaspillage. Il y a eu un moment, quand il y a eu les quotas laitiers, voilà ce qu'on a vu. Alors, c'était la misère des agriculteurs, parce qu'il faut voir que c'est une profession qui est loin d'être... il y a des agriculteurs qui ne gagnent à peine le SMIC, donc effectivement, il faut les aider, mais il faut les aider dans les bonnes voies. Donc, il faudra arrêter ce genre de choses, parce que ça, c'est absolument intolérable, que ça soit
pour le lait, la viande, les poissons, le pillage. Alors comment on répare ? Eh bien en fait, il faut arrêter le dogme de dire c'est les nitrates et la fertilisation dont ont besoin nos sols, c'est de la matière organique, c'est remettre en fait ce que faisaient les anciens, et avoir cet équilibre agro-sylvo-pastoral. Il faut remettre du carbone. Donc quand on est dans son jardin, eh bien soit on va utiliser des paillages, de la paille pour pouvoir refaire de la matière organique, soit le bois raméal fragmenté, quand on a une haie, nous on conseille même les particuliers ou dans des petites exploitations, c'est de remettre de la haie de feuillus, pas de résineux, moins de résineux, parce qu'il y a acidification. Ces rameaux, quand vous allez les broyer, que vous allez mettre sur le sol, vont en fait être un véritable renouveau, parce que les champignons vont se multiplier sur ce bois raméal fragmenté. Les champignons vont être les précurseurs du compost, de l'augmentation de la matière organique, et vous allez refaire repartir, on va dire, la bécane, vous allez remettre de la faune va réaérer vos sols, vous aurez moins besoin d'irriguer, vous allez avoir des racines plus profondes, vous allez avoir qui seront plus en profondeur, vous aurez plus de microbes, vous aurez plus d'éléments dans votre sol, et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Et chez les agriculteurs, c'est beaucoup plus compliqué de faire de mettre du compost. On va parler de semi-direct sous couvert, c'est-à-dire on va arrêter de labourer, ce que vous a expliqué Claude, pourquoi c'est dangereux. On va tout de suite après la moisson mettre un couvert. Ce couvert va bénéficier encore de la fraîcheur du sol du mois d'août. En poussant, va remonter au cas où il y aurait certains éléments qui passeraient dans la nappe phréatique, va remonter les éléments dans le couvert et on écrasera le couvert avec un rouleau qui a des bas et on ressèmera directement. Ça, c'est vraiment une agriculture d'avenir. Pour les agriculteurs avec qui on travaille, ils ont augmenté de 0. Quand on a un sol qui fait 2%, on a augmenté de 0,1% de matière organique par an. Donc, ce n'est pas négligeable. Et quand on accuse, on dit qu'à l'heure actuelle, on a énormément de problèmes du réchauffement de la planète dû au CO2. Il faut savoir qu'un agriculteur qui laboure, non seulement il va nécessiter beaucoup de fioul, mais ça dégage 1 tonne de CO2 par hectare et par an. Quand vous faites du semi-direct, vous en captez entre 2 et 3 tonnes. Donc il y a une étude qui est plus américaine qui dit que si tous les agriculteurs faisaient ce type de culture, on diminuerait de 40% le dégagement de CO2 sur la planète. Et les agriculteurs qui sont dans ces techniques-là, au début, effectivement, peuvent souffrir d'une diminution de rendement, mais en 4-5 ans, ils ont des produits d'une meilleure qualité, ils utilisent 5 à 6 fois moins de fuel, ils compactent moins leur sol, et c'est vraiment une agriculture d'avenir. Alors, il faut arrêter ça. Quand vous voyez encore dans des fermes, dans des manifestations d'agriculteurs où on met des tracteurs. Vous avez vu, Claude, il est complètement perdu au milieu de ce tracteur. Là, le poids, même s'il y a des chenilles, le poids est beaucoup trop violent. Et ça, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir que les agriculteurs n'aient pas peur de ce genre de technique. Là, c'est un agriculteur qui est en train de semer dans un sorgho qui va geler. Et il est en train de semer son blé. Vous voyez, le sol était complètement couvert. Et il va faire un rendement. Là, c'est un colza qui pousse au travers de paille de blé, et ça n'a pas gêné pour que ça pousse. Les gens disent oui, mais de toute façon, si c'est couvert, ça ne va pas pousser. Ça marche très bien. Les pays qui développent plus ces techniques-là ont été des pays qui, au départ, n'étaient pas subventionnés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette agriculture. Ça, c'est des études que qu'on montre au laboratoire. C'est notre premier agriculteur qui est passé en semi-direct sous couvert. Il a une partie qui labourait, l'autre qui ne le labourait pas. Regardez l'activité biologique de la zone où il laboure. En fait, il n'y a pas d'activité, elle est à peine décelable. Où il a commencé avec le semi-direct sous couvert, en fait, il n'arrête pas d'augmenter son activité biologique. Il a encore dépassé, il est à plus de 600. Là, on est à 400, il est à plus de 600. Il dit qu'il a énormément diminué la fertilisation, qu'il a fait des économies de fioul et que lui, en plus, comme il passe moins de temps à labourer,
et à labourer, à décompacter, à repasser, eh bien, il a le temps d'aller voir d'autres agriculteurs et de discuter de ces techniques. Une autre technique qui est vraiment très importante, qui a été développée par un professeur, le professeur Lemieux, en Afrique, et ça, c'est la valorisation aussi des pays dits pauvres d'Afrique, où des gens n'ont pas de moyens, ben, c'est le bois raméal fragmenté, et ça, c'est quand les sols sont totalement désertifiés. Donc, on va épandre ces rameaux qui ont été broyés. Ça peut être fait à grande échelle. On ne va surtout pas les enfouir. On va semer à l'intérieur de ces rameaux. On va avoir cette multiplication de champignons qui va après provoquer, qui va faire de la matière organique. Et vous allez avoir, en fait, les céréales, ce que vous allez mettre, qui va pousser au travers de ce mulch qui est assez important. Et je vais vous montrer. Donc là, c'est une photo, c'est où on a fait l'expérience. Vous voyez à droite, les sols c'est quasiment du caillou. Alors c'est vrai que les rendements ne sont pas extraordinaires, mais ce n'était pas le but, c'était pour remettre de la matière organique. Donc ça, c'est assez important. Et on a travaillé à Madagascar, dans des endroits où en fait les gens n'ont rien, n'ont que la main. Ils peuvent travailler avec des petits outils, ils vont mettre à l'intérieur des pailles de ce qu'ils auront coupé, d'un mulch, ils vont mettre la graine et ils vont pouvoir revaloriser des terres qui sont absolument abandonnées par l'agriculture. Donc on peut changer, simplement, bon, il faut relever les manches et il faut accepter les lois de l'agriculture, les lois de la nature. On n'enfouit jamais la matière organique et aussi on respecte les sols. C'est-à-dire on ne peut pas faire certaines cultures. Quand on vous dit on peut faire pousser tout et n'importe où, oui, avec de l'eau, avec de la fertilisation qui coûte cher, avec de la perfusion. Mais si on respecte la vocation des sols, on aura des aliments de meilleure qualité qui nous rendront la vie beaucoup plus belle. Je vous remercie. Nous allons prendre maintenant quelques questions. Bonjour. Je me demande quelle catastrophe sanitaire de grande ampleur il faut attendre qui sera capable de freiner l'expansion des multinationales agrochimiques alimentaires sans foi ni loi qui ont une mainmise totale, quasiment totale sur l'agriculture. Je voudrais prendre un exemple aussi, la récente ouverture du Vietnam aux OGM, et évidemment aux pesticides qui vont avec, une ouverture officielle avec des remerciements du gouvernement pour l'action bienfaitrice de Monsanto, donc le sinistre inventeur de l'agent orange, fabricant. Voilà, et donc quel est l'avenir de cette agriculture ? On n'a pas beaucoup de questions. Moi, j'ai énormément de mal à comprendre parce que même si beaucoup de gens nous disent oui, mais les dirigeants de Monsanto ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, j'y crois pas trop. Et puis même, je pense, on voit de plus en plus de problèmes de catastrophes écologiques. Nous, on a travaillé parce qu'on veut plus travailler dans ces pays-là. On a travaillé au Brésil et en Argentine avec l'arrivée des OGM. C'est absolument catastrophique. C'est quelque chose, je fais allusion peut-être à un documentaire qui s'appelle Le cauchemar de Darwin. Mais je veux dire, quand on a travaillé avec ces agriculteurs qui n'étaient pas en biologie, hein, ils utilisaient un peu de glyphosate, et donc Dieu sait si on essayait de leur dire, de Roundup, donc de Monsanto, Dieu sait si on leur disait qu'il fallait arrêter. Là, ils sont passés aux OGM, ils sont à 12 litres, ils étaient à 2 litres de glyphosate de Roundup, Claude me reprend toujours, de Roundup par hectare et par an, dans leur culture. Ils sont à plus de 12 litres et ils sont à 4 litres d'atrazine, un produit qui est interdit en France. Jusqu'où on va aller ? Il y a des problèmes c'est épandu par avion parce que les surfaces sont énormes. On voit des problèmes. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ces gens qui ont des enfants et des petits-enfants peuvent en fait aller dans ça. C'est quelque chose, j'arrive pas à comprendre. Et je vois pas, quand vous dites effectivement
les politiques soutiennent aussi ça, puisqu'en fait, il y a aussi des démarches qui sont françaises ou européennes sur regarder la position de certains de nos politiques qui sont prêts à accepter certains produits de traitement et tout. Moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il faut qu'on ait des millions et des millions de morts pour que les choses changent? Peut-être, mais ça, c'est une incompréhension totale de ma part. Si, je pense que le système OGM, il est foutu de toute façon, parce que là, on voit, enfin, là, on ne veut plus aller dans ces pays parce que c'est trop pollué. Donc, nous, on analyse les sols et on voit ce que donne 12 litres de Roundup. Mais ce qui se passe, c'est que ils sont en train de, ça commence à plus être rentable. C'est-à-dire que quand vous passez à 12 litres de glyphosate hectare, là, par exemple, on travaillait avec un agriculteur qui avait 30 000 hectares, il achetait donc 30 000 fois 12 litres de glyphosate chaque année. Alors évidemment, Monsanto lui offrait des voyages aux Bahamas, etc. Mais sa rentabilité est de plus en plus mauvaise. C'est-à-dire qu'avant, on lui faisait faire en culture, quand on avait encore des sols vivants, on lui faisait faire 2 cultures par an. On commençait par une légumineuse, un soja, mais non Roundup. Ensuite, on faisait un blé. Ensuite, on faisait un maïs. Il ne peut plus maintenant. Les sols sont tellement morts qu'il ne peut plus faire qu'une culture par an. Donc déjà, sa rentabilité s'est effondrée. Il dépense de plus en plus d'argent pour acheter de l'atrazine. Donc le modèle OGM, il est foutu. Enfin, c'est un modèle qui est cuit. Surtout que maintenant, il commence à être attaqué par de nouvelles. Il y a des plantes qui sont devenues totalement résistantes au glyphosate. Ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Donc moi, je pense que c'est un modèle qui est cuit, qui va s'autodétruire de lui-même. Une dernière question, peut-être. Dites-la à haute voix, oui, sans micro. Est-ce qu'on pourrait peut-être finir sur un petit point positif? Mais je pense que je vous en ai parlé. Le semi-direct sous couvert, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui en font. C'est encore petit. On voit de moins en moins de labours profonds comme on voyait. Il y a des agriculteurs qui travaillent, on dit, avec des techniques plus simples, qui ne sont pas dans le semi-direct sous couvert. On voit quand même, par exemple, dans les vignes, dans certains endroits où on a subventionné l'arrachage des haies, on resubventionne la plantation des haies. Bon, ben, c'est très bien. Mais il y a effectivement, mais il y a des messages positifs. Mais je crois qu'il faut aussi regarder, sans jouer toujours les pessimistes, ce que on nous critique. Je crois qu'il faut aussi regarder la réalité. Il faut qu'il y ait une accélération au niveau du problème des sols. Parce qu'une destruction de sol, quand vous avez détruit un sol, vous détruisez beaucoup plus vite un sol que vous le restaurez. Bon, Monsieur Jacquet parlait, on peut restaurer des sols pollués, mais ça demande du temps et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc il va falloir qu'on accepte certaines choses au niveau de l'agriculture. Et il faut que les agriculteurs acceptent certaines choses. Il y a des choses positives. Le semi-direct sous couvert, la plantation des haies, on recommence à l'agroforesterie, c'est-à-dire l'utilisation des arbres à l'intérieur de champs. On a dit que c'était nouveau, mais ça date. On reprend aussi ce que faisaient les anciens, réaccepter que ce que faisaient les anciens, quelque part, il y avait énormément de bon sens, et en plus, l'agroforesterie est en train de repartir. On voit, nous, des agriculteurs qui remettent des animaux pour remettre du fumier, refaire du fumier. Donc, bien sûr qu'il y a un message d'espoir.